Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je reçois Serge Marchand, PhD, docteur en neurosciences. Serge est l'hôte du balado Passion Science et expert de la douleur. Ma curiosité a été piquée lorsque j'ai appris que Dr Marchand avait lancé un balado. Je l'ai donc invité et je n'ai pas regretté cette rencontre. Serge est notamment l'auteur du livre Le phénomène de la douleur. Au cours de l'entretien, nous abordons plusieurs sujets dont la douleur chronique, la tolérance à la douleur, la dépendance aux narcotiques et la dépression. Évidemment, nous discutons du nouveau projet de Serge, son balado Passion Science. Serge est passionné par la science et a toujours aimé vulgariser celle-ci. C'est là qu'est née l'idée de son balado dont nous discutons aujourd'hui et qu'il me présente en détail dans le deuxième segment de l'entrevue. Pour ceux qui suivent le balado sur la plateforme audio de leur choix, sachez que vous pouvez également me suivre sur YouTube. Bonne écoute! Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe Teach, Eurofin Environex et Go Mouton. Serge, ça va bien? Très bien, absolument, merci. Écoute, merci. Aussi, j'espère. Ben oui, ça va très bien, merci. On trouve les gens occupés trouvent toujours le temps de se rencontrer. Alors, absolument. Il y a une devise souvent qu'on dit à l'interne, c'est que si tu as besoin de quelque chose, tu veux demander à quelqu'un de faire quelque chose, demande à une personne qui est occupée. Puis, on va l'avoir plus rapidement. Exactement. Et alors, je te remercie d'accepter l'invitation donc pour parler. Je t'ai découvert finalement par les médias sociaux, ton podcast qui s'appelle Passion Science. Ça a un peu, chatouillé ma curiosité, puis on s'est contacté. Fait que là, donc je n'ai pas peur de la compétition. Au contraire, je trouve ça intéressant, moi, qu'on soit plusieurs à faire ça. Exactement. Écoute, d'abord, si on passe seulement ton CV, on va y prendre 1 heure, là, mais je mentionnerai les... Donc, titulaire d'un doctorat en neurosciences de l'Université de Montréal, d'un post-doctorat en neuroanatomie à l'Université de San Francisco en Californie. Et tu t'es passionné pour la douleur dès le début de ta carrière, d'après ce que je comprends. On va y revenir dans quelques instants. Mais je regardais ton début de carrière, je regardais la maîtrise en sciences de l'activité physique. Que s'est-il passé, disons, dans le milieu des années 80? L'histoire est drôle parce que, en fait, c'était même avant de me passionner pour l'activité physique, c'était la psychoéducation. J'ai fait un bac en psychoéducation. OK. L'idée, c'est que j'étais jeune, je me cherchais un peu, puis je travaillais finalement en délinquance, c'est-à-dire je travaillais avec des jeunes qui étaient dans des milieux pour les aider parce que, bon, il y avait un début de vie qui était plus difficile. Et honnêtement, ça a été une très belle expérience. J'ai beaucoup aimé ça. J'étais jeune, je commençais, et à ce moment-là, s'offrait dans mon coin de pays, en Abitibi-Témiscamingue, s'offrait le bac en psychoéducation, donc pour les gens qui voulaient travailler dans ce milieu-là. Alors, j'ai commencé ce bac-là. Mais pendant que je faisais le baccalauréat, dès la première année, il y a un gars qui est venu nous enseigner, qui arrivait de Trois-Rivières, je me souviens, et qui est venu nous donner un cours qui s'appelle psychophysiologie. Alors, psychophysiologie, finalement, c'était de parler du cerveau un peu, puis de parler des comportements qui étaient associés à ce qui se passe dans le cerveau. Et moi, ça a été ma passion. Alors, j'ai décidé de continuer avec lui pour aller faire une maîtrise. Mais là où j'allais, il y avait soit psycho ou soit sciences de l'activité physique. Et j'ai opté pour sciences de l'activité physique, ça m'intéressait. J'ai fait ma maîtrise là et après, j'ai continué vers les neurosciences parce que c'était vraiment ma passion. C'est ce saut entre sciences de l'activité physique et neurosciences qui pourrait laisser certains jeunes scientifiques perplexes.
Moi, je vais dire, c'était simplement que pendant que je faisais ma maîtrise en sciences de l'activité physique, que j'ai beaucoup aimé, Mhm. j'avais déjà de l'intérêt pour les neurosciences. Alors, tout ce qui concernait le cerveau, tout ce qui concernait le système nerveux, alors même mon projet, même si j'étais en sciences de l'activité physique, c'était sur la douleur. D'accord. Alors, finalement, j'ai fait un projet sur la douleur, j'ai fait des potentiels évoqués, donc j'ai enregistré l'activité au niveau cérébral, je faisais toutes sortes de choses de ce type-là. Et pour moi, quand j'ai vu qu'il existait le doctorat en neurosciences, pour moi, c'était l'évidence, c'est là que je voulais aller. Et cet intérêt pour la douleur, il me semble que c'est pas la chose la plus sexy, mais on va en parler en fait. Mais en même temps, en t'écoutant, en lisant ton livre, c'est extrêmement intéressant parce que c'est. Donc, d'où Ça, vient-il cet intérêt? Hein? c'est toujours des opportunités, en fait. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qu'on rencontre, c'est la chance qu'on a d'être en contact avec quelqu'un. En tout cas, dans mon cas, ça a souvent été comme ça. Et c'est un professeur que j'avais en Abitibi, justement, à l'époque, quand je faisais mon bac. Jean-René Chénard, je pense que ça vaut la peine de le nommer. C'était un homme extraordinaire. C'était un Français OK. qui était psychomotricien. Ça n'existe même pas chez nous. Psychomotriciens, ils font de la réadaptation et tout ça. Et le gars nous donnait des cours en psychomotricité, nous expliquait un peu c'était quoi le principe, comment on fait de la rééducation en utilisant la composante psychologique et physique en même temps. Et ce gars-là s'intéressait à la douleur, aux maux de dos, en fait, à l'époque. Il faisait un projet de recherche sur les maux de dos. Alors, comme jeune étudiant, je suis allé dans son labo, je l'ai aidé. Et là, j'ai découvert un domaine que je n'avais pas réalisé, mais qui est fascinant. La raison pour laquelle je le trouve fascinant encore aujourd'hui, comme à l'époque, c'est qu'on était obligé de s'intéresser, bien sûr, à la composante physique. Hein. Il y a toute une composante, on peut se blesser de différentes façons sur le plan biomécanique. La Mhm. composante du système nerveux, hein, comment la douleur peut être amplifiée ou diminuée, mais aussi tous les aspects psychologiques et sociaux. Donc, je trouvais que le domaine était à la fois très complexe, mais en même temps très excitant, parce que je me disais, ben, on est obligé, on a un peu l'obligation de s'intéresser à toutes ces composantes-là. Et c'est comme ça que je m'y suis intéressé. Mais c'est quand même assez intéressant comme plan de carrière parce que c'est comme si le hasard avait eu une part importante dans le cheminement scientifique que tu as suivi, mais c'est demeuré une passion alors que pour certains, tu aurais pu, après quelques années, dire oui, finalement, là, c'est pas mal amusant la douleur, mais finalement, c'est pas pour moi, là, mais tout ça, ça n'a Absolument. jamais arrêté. Non, tout à fait. Puis ce qui est drôle, c'est que quand je suis arrivé au doctorat, je m'en souviens encore là, comme si c'était hier, là, quand je suis arrivé au doctorat en neurosciences, la plupart de mes collègues étudiants, si tu veux, ils arrivaient de biologie. Ils avaient déjà eu des cours de neuro, ils avaient fait des cours de biochimie, et ainsi de suite. Moi, je n'étais pas très fort là-dedans. OK. Alors, j'ai travaillé très, très dur, les premières années, très, très dur. Et j'avais du regret. Je me disais, ah, c'est plate un peu comment j'ai fait mon parcours psychoéducation, sciences de l'activité physique, neurosciences. Et par chance, hein, la vie fait bien les choses. Avec du recul, je suis très content d'avoir fait ça. OK. Ça m'a donné une vue, si on veut, assez différente de mes collègues. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un peu de recherche fondamentale, mais même quand je faisais de la recherche fondamentale, je me disais, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour le patient? C'est quoi la composante psychologique là-dedans? Est-ce que les souris qui sont ensemble dans la cage, ils interagissent-tu ou bien on est en train de regarder juste la lésion qui a été faite au niveau du nerf sciatique? Alors finalement, ça m'obligeait, si on veut, à cause de mon parcours, de me poser des questions qui des fois pouvaient apparaître étranges, mais ça m'a amené vers des projets que j'ai trouvés vraiment intéressants et qui me passionnent aujourd'hui comme si c'était la première journée. Dis-moi, est-ce que tu aurais pu te douter dans les années 80, lorsque tu étudiais la douleur, que les opioïdes seraient un si grand problème au niveau de la santé publique 30 ans plus tard, disons. Là. Pas vraiment. En fait, pas vraiment. Et même au contraire, il y avait, et ça, c'est vraiment drôle, c'est là qu'on voit que souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a des allers-retours. Hein. Mhm. À une époque, il y avait une peur, si on veut, de la morphine à cause on le sait, hein, les effets qui peuvent arriver, les troubles respiratoires, ainsi de suite. Il y a eu des morts accidentelles, si on veut. Alors, pour les douleurs chroniques, on évitait, sur le plan médical, de donner de la morphine aux patients. Moi, je dirais, quand c'était trop évité, c'était pas une bonne idée. Et là, après, il y a eu un revirement. Puis, si on a écouté un peu sur Netflix les différentes choses qui se produisent, Mhm. on s'aperçoit qu'il y a eu aussi des incitations à utiliser beaucoup les opiacés. Et là, on est allé dans un autre extrême, c'est-à-dire que les patients se sont mis à consommer puis à prendre des doses un peu trop élevées.
Et malheureusement, en parallèle à ça, il y a des gens qui développent des addictions. Et ça, les addictions, c'est comme une maladie, hein? C'est-à-dire que les gens se mettent à consommer, consommer, puis là, ben, on sait très bien ce qui se passe, c'est que ça peut être acheté sur la rue et il y a des gens qui meurent sur une base régulière. À l'époque où moi, j'ai commencé, c'était pas présent du tout. C'était même pas prévisible, je dirais, on ne le savait pas. Ça a commencé à être prévisible quand même longtemps avant que ça arrive. C'est-à-dire que quand on voyait des patients arriver au laboratoire, puis je prends des opiacés, je prends des opiacés, je prends des opiacés, je me disais, mais mon Dieu, c'est un peu trop, là. C'est pour toutes les sauces, là. C'est pour tous les types de douleurs. Et c'était comme si c'était la recette. Chaque fois qu'on ne savait plus quoi faire, on donnait des opiacés. Donc, ça devenait déjà problématique, effectivement. La morphine, la notion que j'ai aussi à une certaine époque, c'était dans l'imaginaire des patients, morphine voulait dire soins palliatifs, cancer, décès imminent. Est-ce que je me trompe ou... Non, tout à fait. Il y avait même en France, j'avais fait une conférence à un moment donné avec des collègues en France, et puis ils disaient qu'en France, les patients disaient c'est la morphine. Donc, c'était pour amener la mort gentiment. Alors, quand un médecin disait à son patient, ben, écoutez, on a tout essayé, puis on pense qu'on devrait vous donner de la morphine, il se disait, ben, il est en train de m'annoncer que je vais mourir. Alors, c'est ça. Alors, on voit hein, que c'est vraiment des revirements qu'il y a eu d'un extrême à je refuse, à l'autre extrême, j'en abuse finalement. Exactement. Puis, ben, on donnait même de la morphine dans le traitement de l'infarctus, si je ne m'abuse. C'était le seul traitement à une certaine époque. Exactement, exactement. En fait, c'était, comment je dirais, à petite dose, utilisé de façon aiguë, c'était quand même une belle découverte, hein, parce qu'il y avait beaucoup de problématiques de santé avec des douleurs très intenses qu'on pouvait contrôler. Le problème, c'est que ça vient avec des effets secondaires, comme la plupart des médicaments, mais dans ce cas-là, là, les effets peuvent être terribles. Et l'abus, ben, ça, c'est toujours la même chose, hein, c'est-à-dire que c'est un petit pourcentage, mais ce pourcentage-là est extrêmement à risque et il n'est pas toujours facile à détecter. Serais-tu d'accord avec l'affirmation qu'un patient qui a une douleur d'origine non cancéreuse, à qui on donne des opiacés, on crée un toxicomane, entre guillemets, là, sans être péjoratif, disons? Je dirais que oui et non. Je vais expliquer pourquoi. Je dirais qu'il y a un risque. Le risque est là, le risque est réel. Et il existe même des outils, des questionnaires pour vérifier s'il n'y a pas un risque plus élevé. Si des gens abusent déjà, je ne sais pas, c'est des fumeurs, c'est des gens c'est des joueurs et ainsi de suite, parce que les abus, quand même, c'est les mêmes régions, si on veut, cérébrales et corticales. Alors, il y a une façon un peu de prédire. Le problème, c'est qu'il y a certains patients qui ont des douleurs non neuropathiques, si on veut, ou des douleurs qui sont pas des douleurs cancéreuses, entre autres, et qui ont besoin d'avoir un traitement, il n'y a rien qui fonctionne. Alors, il y a des gens qui sont des bons répondeurs et dont les doses n'augmentent pas trop et puis répondent bien. Alors, je ne pense pas qu'il faut dire que tous les patients qui ont des douleurs non cancéreuses ne devraient jamais prendre d'opiacés, mais c'est bien ce qui s'est passé récemment, c'est-à-dire on va devenir plus prudent, je pense. Alors, ce qui va être important, c'est de dire, bien, il faut faire attention. Alors, avant de dire on prescrit tout de suite des opiacés puis on augmente les doses jusqu'à temps que ça aille mieux, entre autres, il y a un problème qui arrive plus fréquemment qu'on l'imagine, c'est l'hyperalgésie opioïdergique. Alors, on donne la morphine, le patient a moins mal, tout à coup, il dit, ben là, ça ne marche plus. On se dit, ben probablement que sa condition s'est détériorée, on va augmenter la dose, on augmente la dose, et il n'y a plus mal, on augmente la dose. On s'aperçoit que c'est les opiacés qui produisent l'augmentation de la douleur. Alors là, ça devient un sérieux problème. Là, il faut vraiment soit changer de type d'opiacé parce qu'il y a des sous-récepteurs différents ou carrément essayer complètement une autre médication. OK. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca.
rempartneuro.ca. Tu parlais dans ton balado sur l'effet placebo. Tu parlais un peu de l'effet, Oui. l'effet placebo, le mot le dit, là, donc et j'inviterai les auditeurs à aller écouter cet épisode qui est très intéressant. Dans le cas des gens qui sont dépendants aux narcotiques, moi je ne connais rien à ça, mais j'ai cru comprendre qu'il y a une activation des systèmes dopaminergiques chez le toxicomane avant même qu'il s'injecte ou prenne sa dose de narcotique. Donc, est-ce que c'est une forme d'effet placebo? Tout à fait. OK. Tout à fait. Alors, explique-moi ça à moi qui ne connais rien. Ben, écoute, l'effet placebo, premièrement, juste pour dire, moi, j'ai fait de la recherche en neurosciences depuis une trentaine d'années. C'est un des phénomènes qui m'a le plus impressionné. Vraiment, là, c'est que quand on prend un médicament, que ce soit n'importe qui, et là, il y a des gens qui peuvent écouter et dire « Ah, ben pas moi ». En fait, tout le monde. OK. Quand on prend un médicament ou qu'on a un traitement ou qu'il y a une situation dans laquelle, normalement, on se sentirait mieux, on a un massage ou quoi que ce soit, le cerveau anticipe ce qui va se passer et commence à déclencher des mécanismes qui vont dans la même direction. Alors, la personne qui anticipe de prendre sa drogue, par exemple, ou la personne qui anticipe d'aller faire son voyage qui l'excite beaucoup ou d'aller faire sa course à pied, hein, c'est vrai pour tout ça, elle se met à sécréter justement de la dopamine. Le problème avec les drogues, c'est que quand on prend certaines drogues, ça augmente trop la dopamine. Et là, l'effet est incroyable, mais le nombre de récepteurs diminue. Et là, il faut que les gens augmentent la dose pour avoir la même chose, et c'est là que le processus devient complexe. Mais tout à fait, il y a un effet, si on veut, placebo d'anticipation. J'ai entendu une conférence d'une dame alcoolique qui disait qu'elle avait combattu son alcoolisme avec du Narcan en bloquant au niveau cérébral certaines activations d'endorphines, finalement, donc en bloquant le bien-être lié à l'alcool. Tout à fait. Ça a du bon sens, ça aussi? Absolument, absolument. Tout est dans tout, finalement. Tout est dans tout, c'est incroyable parce que dans le fond, quand on prend de l'alcool, qu'on est avec quelqu'un, on prend un verre ou deux, c'est agréable, on rigole un petit peu, on est bien, et puis qu'on recommence ça une fois par semaine, c'est pas trop dramatique parce que le cerveau va dire « Ah ben oui, je me souviens, c'était le fun, mais ça va ». Mais si on en prend sur une base régulière, on recherche constamment cet effet-là. Et l'effet qu'on a est très difficile à arrêter. Alors, le Narcan, hein, qui est un antagoniste des récepteurs de la morphine, justement, des opiacés, ben, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il va aller bloquer le côté plaisir, si on veut. Alors, on boit, mais on ne tire pas la même satisfaction et on peut graduellement, si on veut, apprendre à ne plus boire en tant que... De cette façon-là. Oui. C'est-à-dire que où la personne, j'avais cru comprendre, c'était une façon pour cette dame-là peut-être de... Si elle prenait un peu d'alcool ou rechutait, c'était moins délétère, peut-être. Donc, elle allait prendre du Narcan avant de prendre l'alcool, finalement. C'est ça, exactement. Et c'est ce qu'il faut faire, parce que mon épouse, qui est médecin, me racontait qu'elle avait un patient à qui elle avait prescrit, justement, puis il lui disait ben j'en prends pas avant de boire parce que c'est désagréable. J'attends après. Elle disait ouais, ben voilà, tu viens de... C'était ça. Mais est-ce que c'est un traitement reconnu? Parce que c'est... Oui, je pense que oui. Je pense que c'est utilisé. Je ne sais pas si tout le monde... C'est assez, comment je dirais, c'est peut-être pas aussi connu qu'on voudrait, mais c'est utile pour certains patients, tout à fait. Ce qui est frappant avec la dépendance aux narcotiques aussi, c'est le fait qu'il y a un nombre quand même significatif de personnes qui deviennent dépendants suite à une prescription médicale. Blessures sportives ou autres, et nous, on le voit sans pointer du doigt, là, parfois dans certaines disciplines, des prescriptions de narcotiques qui peuvent paraître abusives, disons, là, pour des conditions relativement bénignes. Les gens veulent éviter que le patient souffre, veulent peut-être éviter d'avoir un appel de la pharmacie, ou puis finalement, ça commence comme ça, là. Et oui, et là, tu as parfaitement raison. Et je pense que ça, c'est un équilibre qui est fragile. C'est-à-dire, d'une part, on ne veut pas avoir un patient en post-op, par exemple, qui souffre le martyre. Et bien, on le fait par compassion, mais ce n'est pas uniquement pour ça. Si on souffre le martyre, on est à risque de développer des douleurs chroniques. Hein? Le système va se sensibiliser, puis on peut avoir des douleurs chroniques. C'est très difficile à traiter après. Donc, c'est bon de traiter la douleur.
Et là où ça devient complexe, c'est quand un patient s'en va, puis il a besoin de prendre 2 comprimés par jour, et puis il reçoit une prescription où il y a 100 comprimés. Exactement. On se dit, est-ce que ça prend vraiment 50 jours pour faire diminuer cette douleur-là? Moi, ça m'apparaît abusif. Et là, si on tombe sur quelqu'un qui, en prenant le médicament, au lieu de le prendre en se disant, j'espère que ça va diminuer ma douleur, mais le prend, et on l'entend, hein, les gens le disent, le prend et dit, oh, j'ai jamais vécu ça, c'est assez spécial, et j'en reprends pour retrouver cet état-là, c'est là C'est qu'il y a un dangereux. risque très Exactement. dangereux, effectivement. Dans ton livre qui s'appelle The Phenomenon of Pain, tu traites de plusieurs aspects de la douleur. Je dois dire que c'est accessible, donc c'est un livre scientifique, mais que nous pouvons tous lire. Là, je veux dire, c'est hyper intéressant. Je trouvais ça intéressant parce que, d'abord, tu parles de la différence. C'est un livre qui date de 2012, mais je crois comprendre que tu es en réédition, mais tu écrit textuellement « Pain est sexiste » et tu parles donc de la différence au niveau de la perception de la douleur entre les hommes et les femmes. Donc, et a priori, moi, je me suis dit, il me semble que c'est contre-intuitif parce qu'on pense aux douleurs de l'accouchement. On pense que les femmes, entre guillemets, sont plus résistantes à la douleur. Moi, j'avais aucun problème à envisager ça, personnellement. Et toi, tu dis non, c'est différent. Donc, exactement. Je t'écoute. Quand je fais des conférences sur ce domaine-là, parce que j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, autant chez l'animal que chez l'humain. Et quand je fais des conférences, je pose toujours la question, qui est le plus tolérant à la douleur? Levez la main ceux qui disent que c'est les femmes, mais c'est la grande majorité qui lève la main. Exact. Et c'est moi aussi, j'avais exactement la même impression. L'idée, c'est que quand on prend, on va commencer avec des rats. Comme ça, les rats, ils ne sont pas influencés socialement et ainsi de suite. On pense. Si on prend une rate, on pense. On pense. Ils ont une certaine influence sur les met en groupe d'ailleurs. Mais si on prend une rate et un rat, et puis qu'on les teste en laboratoire pour voir les seuils de douleur, si on veut, on s'aperçoit que les femelles répondent à une stimulation légèrement plus basse que les mâles. Si on fait une moyenne de plusieurs rates, plusieurs rats, bien, on s'aperçoit que les femelles sont un petit peu moins résistantes à la douleur que les mâles. Si on prend des humains maintenant et qu'on fait le même test en laboratoire, on trouve exactement la même chose. Donc, quand on le fait dans une condition contrôlée, on trouve ça. C'est des petites différences. Hein. Il faut bien s'entendre là-dessus, mais c'est des différences qui vont presque toujours dans la même direction. Là où ça devient intéressant, c'est que on a fait de la recherche, mon épouse et moi d'ailleurs, on a travaillé ensemble dans un labo. Et quand on a décidé à un moment donné, on va gonadectomiser les animaux. Donc, on va enlever les ovaires aux femelles, les testicules aux mâles. On va laisser passer à peu près 1 mois pour que dans les graisses, on ne retrouve plus ces hormones-là. Et on va les retester. Et là, les mâles et les femelles ont exactement la même règle. Donc, il y a un effet des hormones sexuelles. Ce n'est pas la seule chose, bien sûr, mais il y a un effet des hormones sexuelles. Donc, la question qu'on pourrait se poser, et moi, c'est une question que je me suis souvent fait poser, c'est comment ça se fait que c'est les grands gars qui s'évanouissent quand on fait une prise de sang? Ce n'est pas les femmes. Mm-hmm. Souvent, il y a des femmes aussi, bien sûr, mais les infirmières me le disaient d'une façon fréquente. Bien, en fait, c'est qu'il y a un autre phénomène, c'est l'anxiété face à la douleur. Quand on regarde entre les hommes et les femmes ont une anxiété d'état, si on veut une anxiété de base, qui est légèrement plus élevée. Mais l'anxiété qui est associée à un événement chez les hommes est plus élevée que chez les femmes. Okay. Donc, si je suis déjà anxieux face à une prise de sang, bien, ça va augmenter mon anxiété, je vais hyperventiler, puis je vais avoir un choc vagal, puis je vais m'évanouir finalement. Donc, cette différence-là, elle est réelle. Pourquoi? Bien, on peut penser de façon phylogénétique que les femmes avaient besoin d'avoir des sens plus développés. C'est vrai d'ailleurs hein, pour le goût, pour l'ouïe, pour beaucoup de choses. Et c'est vrai pour la douleur aussi, pour protéger probablement son environnement et ses bébés. C'est assez intéressant parce que parfois, si on a effectivement à l'hôpital une patiente qui doit avoir une procédure, soit chirurgie mineure ou parfois, ça peut arriver à l'occasion que le conjoint va accompagner la conjointe pour une endoscopie digestive. Souvent, on dit que ça nous fait 2 patients. Là. On s'occupe de la dame, puis on doit surveiller du coin de l'œil le monsieur qui est debout, puis commencer à dire écoutez, s'il y a quelque chose, asseyez-vous ici. Absolument. Pour éviter donc, les hommes ont tendance à réagir. En ce qui concerne l'anxiété situationnelle, on appelle ça l'anxiété situationnelle, ils vont réagir un peu plus. Donc, ils sont plus à risque. Est-ce qu'il y a une composante sociétale qui vient se rajouter, soit à la hausse ou à la baisse, disons, pour pondérer les différences hommes-femmes?
Ah oui, tout à fait. Entre autres, on a juste à penser, c'est peut-être de moins en moins vrai là, socialement, mais moi je me souviens quand j'étais jeune, quand on était un garçon, il fallait être dur, hein? Mhm. C'était les gars, ça pleure pas. Donc, si un gars pleurait, ben, son frère, son grand frère ou quelqu'un lui disait, ah, les gars, ça pleure pas. Si c'était une fille, on allait la consoler. Donc, sur le plan de la société, on donnait l'autorisation, si tu veux, à la fille d'avoir des réactions face à sa douleur, puis au garçon, on lui demandait de ne pas en avoir. Donc, il y a aussi cette composante-là, bien sûr, qui jouait, qui devait venir comme changer l'équation et qui nous a fait croire, à toi et moi, que les femmes étaient plus résistantes à la Résistante à la douleur, douleur. possiblement, mais ils avaient le droit de l'exprimer en tant que tel. Donc, les gars, eux, essayaient de... Mais ce n'était pas suffisant pour expliquer ce qui se passe. Il y a des choses biologiques aussi. Même au niveau neuronal, là, c'est assez impressionnant. Les hommes et les femmes, même au niveau des cellules gliales, on retrouve des différences qui expliquent en partie ces différences-là dans la perception de la douleur. Est-ce qu'il y a d'autres, j'imagine que tu pourrais m'en parler pendant des heures, mais est-ce qu'il y a d'autres déterminants connus, éducation, revenus, le statut socio-économique, génétique, l'âge, ou qui sont... En fait, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et c'est à peu près tout ce que tu viens de nommer là OK. joue un rôle sur la perception de la douleur. Pas uniquement des différences hommes-femmes, mais sur la perception de la douleur en tant que telle. Par exemple, si je suis... un exemple que j'adore, c'est que quand j'ai lu là-dessus, j'ai trouvé ça fascinant, c'est au niveau culturel. Au niveau culturel, on n'apprend pas nécessairement à comment on ressent la douleur. Parce que quand on teste des réflexes nociceptifs, hein, quand on fait faire un réflexe de retrait, par exemple, et tout ça, on se ressemble tous. Hein, indépendamment de quel pays on vient, c'est quoi notre ethnie ou quoi que ce soit, on se ressemble beaucoup, beaucoup. Et même entre un homme et une femme, les différences, comme je disais, sont petites. Elles sont là, mais elles sont petites. Mais quand on commence à regarder dans les comportements face à la douleur, là, c'est assez impressionnant. Mhm. C'est-à-dire, je vais prendre des exemples extrêmes, bien sûr. Et c'est vraiment pas des jugements, hein, c'est des différences. C'est des différences. Alors, si je suis, par exemple, du côté du Japon, par exemple, si je suis un Japonais, c'est recommandé d'avoir des comportements stoïques face à la douleur. On est un peu là-dedans, nous aussi, les Européens. On a aussi, et même les Américains, c'est qu'il faut essayer d'être stoïque face à la douleur. On en parle comme si c'était quelque chose qui est détaché de nous, puis il faut avoir l'air stoïque. Si on est plus du côté de l'Europe, du sud de l'Europe, si on prend les Italiens, par exemple, là, il faut l'exprimer. En fait, donc, si on va voir son médecin et qu'on est un Japonais, ben, on va dire, j'ai très, très mal à la main en ce moment. J'arrive à peine à la fermer, puis on reste comme si on parlait de la main de quelqu'un d'autre. Mhm. Si je suis un Italien, ben, je dis, oh là 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 là, vous ne pouvez pas imaginer, parce que si je ne fais pas ça, la personne qui m'entend, elle va penser que je n'ai pas vraiment mal, en fait. Tandis Mhm. que dans l'autre cas, si j'exagère, ben, je vais avoir l'air de quelqu'un qui se plaint pour rien. Alors, ces différences-là culturelles sont terribles parce que ce Mhm. qui se passe, c'est que si on vit dans un milieu cosmopolitain comme on vit de plus en plus avec des gens de partout, ça dépend de qui on rencontre finalement. Alors Mhm. là, on devrait être soit s'exprimer beaucoup, s'exprimer peu, mais on apprend. Hein, bien sûr, on apprend à reconnaître les différentes façons. Alors, cette partie-là culturelle joue aussi, bien sûr, dans les différences hommes-femmes. Il y a même des pays où quand on fait des tests, quand on regarde, par exemple, pour des douleurs viscérales, qu'on retrouve plus chez les femmes ici, côlon irritable, par exemple, bien, en Inde, on trouve plus d'hommes. Alors, on pense que ça peut être la nourriture, ça peut être beaucoup de facteurs, hein, bien sûr, mais il y a des facteurs aussi au niveau social, comment on accepte ou pas le fait de parler de ça. Est-ce qu'il y a un lien entre les mécanismes, disons, de la douleur physique et de la douleur psychologique? Je pense à la dépression. Les gens qui ont fait des dépressions majeures disent que ça fait mal, là, mais il n'y a pas de blessure on n'a pas, Tout à fait. organique, mais au niveau, je te dirais, des mécanismes de... J'imagine que tu comprends ma question. Donc, Oui, oui, est-ce absolument. qu'on peut faire un lien là, au niveau des molécules qui circulent dans le cerveau, des Tout circuits à fait. nerveux? Hein? Oui, il y a entre autres, déjà, là, dès le départ, quand on regarde une expérience douloureuse, même en laboratoire, là, quand on met une thermode, ça, nous, on a des projets un peu particuliers, là, on fait mal aux gens quand ils viennent au labo. Donc, mais imaginons qu'on chauffe la peau jusqu'à ce que ça donne une sensation de brûlure, en contrôlant, bien sûr, pour ne pas brûler vraiment la peau, mais ça fait mal. C'est une stimulation très douloureuse. On sait qu'il y a deux composantes. Il y a une composante qu'on appelle la composante sensorielle. Elle s'en va dans des régions comme le cortex somatosensoriel, entre autres, hein, et elle va aller se répartir de façon somatotopique, c'est-à-dire c'est ma main qui fait mal. Donc, je vais pouvoir localiser l'endroit.
je vais être capable de donner l'intensité. Ah, ça faisait mal à 8, ça fait mal à 5. Je vais être capable de savoir la durée, et ainsi de suite. Donc, c'est détaché d'émotions. Mais en même temps, ça va s'en aller vers le système limbique. Et là, il y a plusieurs régions, le cortex cingulé, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de régions qui vont être touchées par ça. Et là, ça, c'est les régions plus émotives en tant que telles. Et là, je vais mesurer la composante affective de la douleur. Alors, par exemple, si je me suis coupé, ça saigne abondamment, bien, ça va faire très mal parce que sur le plan émotif, j'ai peur en plus. J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose de grave. Alors, il y a des régions du cerveau qui s'occupent plus de la composante plus sensorielle et d'autres endroits, la composante plus affective. OK. Donc, par exemple, moi, je suis chirurgien. Là, donc, puis, pour une raison X, Y, Z, je décide d'aller travailler sur mon banc de scie. Je me coupe un doigt. Je vais penser à 1000 choses dans les 10 premières secondes. Ça va accentuer la douleur. C'est un peu ça, parce que je veux dire, je vais arrêter de travailler. Absolument. Je vais perdre ma carrière. Tout à fait. On va devoir déménager. Je vais devoir vendre la maison. Je ne sais trop. Là. Tout ça va s'activer instantanément. Exactement, exactement. Okay. Et quand on pense à ça, on peut, ou ça pourrait être une autre réaction. Ça pourrait être ta réaction de médecin. Tu pourrais dire, oh, là, il faut que j'arrête le saignement parce qu'il est très important. Je vais ramasser le bout de doigt parce qu'il y a peut-être une chance sur le plan chirurgical qu'on me le remette. Alors, ça peut être même dans l'autre direction que ça va arriver. Mais je vais prendre un autre exemple, tu vas voir, qui va te parler beaucoup sur le plan émotif. Imaginons que tu te retrouves avec une douleur viscérale. Tu as mal au ventre. Et c'est une douleur un peu bizarre. Tu n'as jamais eu de mal de ventre, puis c'est assez intense. Puis tu te dis, mon Dieu, c'est-tu un appendicite? Non, c'est pas du bon côté. C'est-tu ma rate? Ben, écoute, mais ça fait mal, ça fait mal. Et là, tu es dans un week-end avec des amis dans un chalet, puis tu ne veux pas embêter trop les gens avec ça. C'est le fun, ça fait longtemps que vous avez prévu ça. Mais tu te réveilles la nuit, tu y penses et tout ça. Et là, on va prendre deux scénarios. Dans un scénario, tu te dis, ben écoute, je dois faire une indigestion, il doit y avoir quelque chose. Et tu prends quelque chose et puis ça passe au bout de 2-3 jours, puis tu te dis, ah, c'était vraiment désagréable, c'est dommage. Dans l'autre scénario, c'est ton père et puis un de tes frères sont décédés d'un cancer du côlon et tu te souviens très bien que ça a commencé comme ça. Ils ont commencé à dire qu'il y avait mal, personne ne trouvait rien, puis à un moment donné, on trouvait ça, puis ils sont morts. Donc, finalement, ce deuxième scénario-là, il y a une composante affective très, très importante. Et là, on peut commencer à se dire, ben, c'est peut-être ça que j'ai. Et ça va amplifier. Okay. Et là, la douleur va devenir très importante, puis elle va prendre tout l'espace finalement, puis là, on ne pourra plus s'amuser là, parce que ça va devenir trop important. Et à partir du moment où, après un examen, par un collègue gastro dit « Non, il n'y a pas de problème, écoute, tu avais un petit trouble digestif, il y a une petite occlusion, mais c'est passé, casse-toi pas la tête. » Bang, la douleur disparaît. Hein? Okay. Et d'ailleurs, on voit ça chez les patients. Hein? C'est-tu grave ce que j'ai? Écoutez, j'ai examiné ça, c'est sûr ça doit faire mal un peu, mais il n'y a aucun danger, ça va déjà mieux. Hein, la douleur diminue parce que je suis rassuré. Donc, le fait d'investiguer un patient qui a un côlon irritable, par exemple, et de lui dire, vous n'avez rien, on essaie de ne pas trop investiguer ces patients-là, évidemment, mais ça peut finalement diminuer la douleur du côlon irritable. Oui, tout à fait. En fait, il y a comme une fenêtre. C'est-à-dire que je ne veux pas me faire dire que j'ai rien, hein, parce que les gens disent, j'ai pas rien, j'ai mal. On dit, ce que vous avez n'est pas dangereux. Votre vie n'est pas en danger, mais on pense qu'on trouve ce que vous avez comme problématique, mais vous n'êtes pas en danger. Et ça, c'est très, très rassurant. Ça fait du bien. Il y a d'autres situations, sans rentrer dans les détails, mais paradoxalement, lorsque l'on fait, par exemple, une coloscopie à un patient qui a mal au ventre, on va lui dire votre coloscopie est normale, le patient est soulagé. Si je fais une gastroscopie à un patient qui a des douleurs épigastriques, donc des douleurs dans le haut, là, pour nos auditeurs, dans le haut de l'abdomen, ou des troubles digestifs qu'on qualifie de fonctionnels, on fait la gastroscopie. Et régulièrement, là, je te dis, on dit au patient, votre gastroscopie est normale. Souvent, le patient est déçu. Oui, tout à fait, parce qu'il aurait aimé ça qu'on trouve quelque chose. C'est drôle quand même, mais c'est vrai, parce que dans le fond, au niveau du côlon, le patient s'en vient avec une peur d'un cancer, la plupart du temps. Hein? Alors là, il dit, vous venez de m'enlever cette peur-là, exact. Donc je vais bien. Oui. Au niveau gastrique, il se dit, ils vont le trouver pourquoi j'ai un problème là, puis ils vont pouvoir le réparer. Et là, ils viennent de me dire qu'il n'y a rien, donc ça se répare. Et la pas. crainte du cancer œsophagien ou gastrique, je pense, n'est pas
aussi Ne présente dans la vient pas à population, l'esprit. c'est ça? Exactement, exactement. Et je vais revenir sur la dépression dont tu parlais, c'est très important. Mhm. Quand on a une dépression, quand on est déprimé, puis qu'on a... Prenons quelqu'un qui a déjà mal au dos. La personne a mal au dos depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est blessé, hein, aussi c'est fréquent. Et là, la personne a une dépression pour un tout autre problème, hein. Il y a eu quelque chose, la personne s'est séparée, un de ses enfants a eu un accident, quoi que ce soit, puis elle est extrêmement déprimée. Ça va amplifier sa douleur. C'est comme si le fait d'être sur le plan de l'humeur, être affecté sur le plan de l'humeur, ou même l'anxiété fait la même chose. Si on augmente notre anxiété, ça va augmenter les douleurs. Alors, c'est pour ça qu'on dit même en santé mentale, et le contraire est vrai aussi, étrangement. Si je suis déprimé et je développe une douleur, ça augmente ma dépression. Alors, on dit même aux psychiatres, quand vous avez un patient qui a des problèmes mentaux du type dépression majeure, par exemple, bien, s'il a des douleurs aussi, occupez-vous-en. Mm. Parce que vous allez avoir de la difficulté à traiter la dépression si vous vous en occupez. Tu l'expliques très bien dans un de tes épisodes où on traite finalement les douleurs chroniques avec des médications antidépressives. Et là, les patients se disent que mon médecin ne me croit pas. Il pense que je suis déprimé, il me donne des médicaments. Mais c'est parce que ça agit les mécanismes d'action ou la physiopathologie, donc la genèse de ces problématiques-là est similaire à plusieurs égards. Donc. À plusieurs égards, et l'avantage qu'il y a, c'est que ça joue sur l'humeur, mais ça joue en même temps sur des mécanismes de freinage de la douleur. Donc, ça, c'est sûr que si on ne l'explique pas, hein, effectivement, les gens se disent « Ah, ben ça y est, ils ne croient pas. » Mais je reviens à la douleur de la dépression. Là, toi qui es un hyper spécialiste, je comprends les gens qui disent que la dépression fait mal. J'ai entendu Norman Brathwaite le dire en entrevue. C'est public, là, il a fait quelques dépressions majeures. J'ai parlé à d'autres personnes qui ont connu des gens, mais comment la conçois-tu, toi, comme spécialiste, cette douleur de la dépression, là, donc? Le cerveau est capable de reproduire des situations qui seraient physiquement douloureuses, mais qui le sont psychologiquement. Je vais donner un exemple. Il y a des projets de recherche qui ont été faits sur l'empathie. Hein, comme par exemple, on sait tous que si on voit quelqu'un qui tombe à bicyclette, par exemple, puis qui fait une sérieuse chute, on a comme une réaction. Hein, on fait comme « Oh là là, que ça doit faire mal ». Bien, ils ont fait des expériences, ils ont pris des gens, ils les ont mis dans des scanners, puis ils leur ont montré des images de gens qui se font mal. Par exemple, un couteau qui coupe un doigt ou des choses comme ça, là, des choses là, qui sont quand même assez affreuses à voir. Et quand les gens voient ça, les régions du cerveau qui s'allument ne sont pas similaires, mais comparables aux régions qui s'allumeraient s'ils se faisaient mal pour vrai. Okay. Alors, par empathie, quand on dit « je ressens ta douleur », c'est pas complètement faux. On est capable de se mettre dans la peau de l'autre et de la sentir. Écoute, je rebondis et je te raconte une histoire parce que j'en avais déjà discuté avec ma conjointe à l'époque. Les enfants étaient plus jeunes, puis tous les parents ont vécu ça. On entend notre enfant tomber, mais on n'est pas là. Il est hors de notre... Parfois, c'est devant nous, même parfois en dehors de notre champ de vision. Puis comme parents, on a un malaise. Et moi, absolument, ma conjointe me racontait à l'époque que ce qu'elle ressentait, c'était plus une crampe abdominale basse, alors que moi, c'était un serrement rétrosternal. Est-ce que toi, tu peux essayer de m'expliquer ça, disons, la différence entre homme-femme ou oui, la genèse de la douleur? Ça peut être différent juste entre individus aussi, mais c'est vrai qu'on a des réactions physiologiques. La première, si on décortique ça là, rapidement, là, c'est qu'on a, surtout avec nos enfants, on a un attachement, bien sûr, je dirais viscéral avec nos enfants. Hein. Quand ils naissent, là, c'est une partie de nous. Alors finalement, moi, quand mes filles, il y en a une qui tombait, qui se faisait mal, je sais que ce qui se passe, c'est que dans mon cerveau, là, je suis inquiet. Là, il y a une inquiétude instantanée. Et là, je veux faire une action. Et là, qu'est-ce qui se passe? Très, très rapidement, c'est mon système nerveux autonome qui rentre, mais rapidement. Là, hein, je relâche de l'adrénaline, et ainsi de suite. Alors, c'est là que ça fait des symptômes, si on veut, au niveau abdominal, au niveau rétrosternal et tout ça. Et c'est très rapide. Mais au niveau cortical, et là, on souhaite ça à personne, mais si l'enfant est très malade, par exemple, ou est vraiment blessé gravement, on peut, en regardant, on a déjà vu ça, hein, un parent qui prend son enfant et qui pleure et qui a l'air de souffrir. Il ne fait pas juste pleurer, il a de la peine parce que l'enfant est malade, mais il a l'air de souffrir. Bien, on peut dire que c'est une forme de souffrance. Puis je vais donner un autre exemple qui est encore plus un peu étrange, c'est la souffrance d'une séparation. Il
Il y a un couple, il y en a un des deux, tous les deux ça met, puis tout à coup, il y en a un des deux, ça ne fonctionne plus, puis il dit à l'autre, ben écoute, c'est fini, je m'en vais. Et l'autre personne tombe dans une dépression profonde et disent, j'ai jamais eu aussi mal. Ben, en fait, corticalement, on le sait que c'est vrai. Cette personne-là a de la douleur et même, il y a des recherches qui se font en ce moment pour dire, on devrait peut-être traiter ça un peu comme de la douleur dans certains cas, pour essayer de réduire les symptômes. Tu dois certainement connaître l'entité qui est le Takotsubo, donc l'insuffisance coronarienne ou cardiaque associée à des grands chocs émotifs. Donc, absolument. Oui, vous avez déjà entendu ça. J'ai fait un balado avec Dr Valérie Gaudreau, qui est cardiologue, donc je vais écouter ça. Je t'enverrai les références, tu écouteras ça, puis ça peut survenir dans des grands chocs émotifs. Donc, c'est là qu'on voit que, tu vois, la douleur, on parle souvent de douleur physique, bien sûr, parce que ça, on est capable de le voir, il y a quelqu'un qui a une fracture ou quoi que ce soit. Mais on sait que premièrement, on sait que la douleur, c'est extrêmement important. C'est un cadeau. C'est utile. Donc, c'est constamment. En fait, à chaque seconde de notre vie, tous les deux, là, on est assis sur une chaise, là, puis on est passé d'une fesse à l'autre sans s'en apercevoir. Là, ben, c'est les mêmes récepteurs que pour la douleur. C'est des récepteurs qui disent, OK, là, la circulation est moins bonne à cet endroit-là, puis on bouge un peu sans s'en apercevoir. Et on fait ça constamment. On ne se mord pas la langue quand on mange. On va pas... Si on se blesse, on va protéger cette région-là. En fait, les enfants qui naissent, il y a des enfants qui naissent sans fibre C. Et c'est une des fibres, une des composantes, si on veut, dans le système nerveux périphérique qui transporte la douleur. Et ces enfants-là sont insensibles ou en tout cas sont beaucoup moins sensibles à la douleur. Il y en a d'autres que c'est pour des questions de récepteurs et d'ions, ainsi de suite, mais on va prendre cet exemple-là. Et ces enfants-là, on pourrait se dire, c'est une bénédiction, ils sentent tout le reste, mais ils ne sentent pas la douleur. En fait, ils meurent très jeunes. Ils vont avoir une appendicite, par exemple, puis on va s'en apercevoir quand il est trop tard, l'infection est partout. Ils vont avoir n'importe quel autre trouble de santé que nous, on aurait un signal d'aller chercher de l'aide et eux ne l'ont pas. Donc, c'est très important. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Dis-moi, quand on entend la légende du gars là, qui était vraiment tough, comme on dit en bon québécois, qui allait chez le dentiste, pas d'anesthésie, est-ce que c'est vraisemblable ou c'est simplement un gars qui en mettait un peu pour épater la galerie? En fait, probablement que c'était pour épater la galerie, mais ça existe. Mais ça existe vraiment. Il y a même des groupes génétiquement qui se retrouvent avec des différences pour certains récepteurs. Je pense que c'est certains ions, en fait, au niveau de certains neurones. Je ne connais pas le détail exact, mais génétiquement, il y a des gens qui ont une insensibilité congénitale à la douleur. Donc, il y a des familles qui ont cette insensibilité-là à la douleur. Et au contraire, il y a des gens qui ont une hypersensibilité à la douleur. Ce qui est très drôle, c'est que cette espèce d'hypersensibilité, quand je dis hyper, là, c'est une légère augmentation par rapport aux autres. Les personnes qui ont les cheveux roux, donc les roux, ont tendance à avoir un seuil de douleur qui est un peu plus bas. Donc, ils vont avoir un petit peu plus mal. Et la seule raison, c'est que les gènes qui font qu'ils ont les cheveux roux sont proches de ceux qui provoquent cette sensibilité-là à la douleur.
Incroyable. Dis-moi, on entend parfois dire, par exemple, les douleurs osseuses cancéreuses sont les pires douleurs, ou la colique néphritique, donc un calcul rénal, c'est la pire douleur qu'on puisse avoir. Est-ce que ça, encore une fois, est-ce que c'est du folklore ou on peut vraiment, au niveau scientifique, dire que tel type de douleur va faire plus mal pour X, Y raison? Oui, on a des bonnes raisons de savoir que certaines douleurs sont extrêmes. Par exemple, tout ce qui s'appelle viscéral. La raison pour ça, c'est que quand on se fait mal au doigt, on a accès à la main. Hein? Et puis, je vais faire une petite diversion là, juste pour montrer un peu comment c'est spécial. Il y a un chercheur qui a montré que si je provoque une douleur à la main et que la main est proche de ma figure, ça fait beaucoup plus mal que si elle est très loin. Okay. Donc, c'est quand même spécial. Hein? C'est comme si, quand on est proche de l'âme, là, ça fait plus mal. Alors, on a une espèce de représentation schématique de notre corps et le cerveau enregistre ça beaucoup. Alors, tout ce qui est à l'intérieur, qui est viscéral, c'est des signaux importants pour nous. Hein? Donc, il faut arrêter de manger ce qu'on mange, ou on est en train de s'empoisonner, ou il faut vomir, il faut faire quelque chose. Alors, ces douleurs-là sont très importantes. Et malheureusement, quand c'est un cancer, quand c'est une tumeur, on ne peut rien faire. Et tout ce qui a une enveloppe. Alors, si on parle de tous les organes qui ont une enveloppe, donc quand la pression augmente, l'enveloppe fait juste s'étirer, bien ça fait mal. C'est ça qui fait Alors mal. l'os, malheureusement, lui, il n'y a pas beaucoup d'élasticité. Hein? Alors, dès que la tumeur commence à essayer de bouger, ça fait extrêmement mal. Donc, Okay. C'est tout à fait vrai, oui. Tumeur cérébrale, donc, entrerait un peu aussi... Absolument, Okay. absolument. La seule chose, c'est qu'on sait qu'au niveau cérébral, ce n'est pas le cerveau qui fait mal, hein, lui, il est insensible, mais c'est les méninges. Hein. Les méninges, eux, lancent les cris au secours. Hein, Peut-on mourir simplement de douleur? Donc, est-ce que je peux faire suffisamment mal à quelqu'un pour qu'il en meure? Moi, je pense que oui, pour la raison qu'on disait un peu plus tôt, c'est toutes les réactions autonomiques qui arrivent. Par définition, la douleur ne tue pas. Hein, ce n'est pas la douleur qui va tuer. Elle peut tuer à long terme parce que les gens ne pourront plus vivre. Là, mais si on parle là, vraiment d'un choc, là, ça fait tellement mal que j'en meurs. Moi, je pense que, je ne sais pas, moi, j'ai une fragilité cardiaque, par exemple, ou quoi que ce soit. J'ai un choc très, très important au niveau autonomique. Ben, je peux peut-être en mourir, effectivement. Et je ne pense pas que c'est la douleur en tant que telle qui tue, mais c'est vraiment les conséquences. Les répercussions autres. Donc... Voilà. On peut imaginer aussi parfois que le patient va arrêter de manger ou va tout à fait. Finalement mourir d'une cause secondaire, mais liée à la douleur, disons. Exactement, exactement. Puis il y a même un article qui avait été écrit, mon Dieu, il y a maintenant 20 ou 30 ans, puis j'avais bien aimé, parce que je m'en sers beaucoup, je le cite, c'était « Pain can kill ». Et la raison pourquoi ils avaient écrit cet article-là, c'était pour dire aux gens, prenez pas ça à la légère, le traitement de la douleur, hein, parce qu'il y a des gens chez qui leur vie est détruite finalement à cause de ça. Ce que j'ai bien aimé dans ton balado aussi, dont on va parler dans quelques minutes, c'est de maintenir un certain niveau d'activité physique aussi. Là, donc, lors d'une blessure, d'éviter le repos complet, là, finalement. Là. Tout à fait, tout à fait. Dis-moi, extrêmement intéressant, ça aurait pu durer des heures, mais on se reprendra donc pour parler d'autres aspects de la douleur. Parce Absolument. Que la douleur est un peu partout dans nos vies, finalement. On est un peu tout le temps en train de se faire mal, de s'accrocher, Oui. Et même, regarde, je vais te donner un exemple aussi qui est drôle avec la douleur. C'est qu'on fait des jeux pour se faire mal des fois. Hein? Prends des enfants, quand ils jouent ensemble, qu'est-ce qu'ils font? On en met deux ensemble, là, on a juste à attendre 15 minutes, à un moment donné, il y en a un qui crie. Et souvent, il crie puis il rit en même temps. Alors, on fait ça souvent. Quand on fait un sport, hein, certains sports, je vois hockey, au ballon, quoi que ce soit, on se bouscule. Mais on sait que cette douleur-là, elle n'est pas associée à... Ce n'est pas une blessure qui est infligée dans un but négatif. C'est pour rigoler. On va au gym, on se pompe les muscles. Qu'est-ce que ça fait le lendemain? On court un marathon, on a mal. Mais on s'inflige des douleurs, puis ils nous font rire, ces douleurs-là. Donc, la douleur, c'est un peu comme un signal pour dire, fais attention, tu es en train de pousser à ta limite, mais tu peux y aller, tu peux aller proche, il n'y a pas de problème. Donc, c'est fascinant. Donc, j'invite le prochain tome ou la prochaine édition de ton livre, est-ce que les gens qui voudraient se le procurer, est-ce qu'on va chercher l'édition 2012 ou on est un peu patient?
Soyez un peu patient. OK. Aujourd'hui même, j'ai eu un mail de l'éditeur qui me disait qu'ils sont en train de travailler sur la couverture du livre. Donc, normalement, il est en anglais. La dernière édition va sortir en anglais, mais je leur ai déjà demandé de la sortir en français. Donc, normalement, l'édition anglaise devrait sortir, j'espère, au printemps ou à l'automne ou plus tard. Et puis, la française, j'espère qu'elle va suivre très vite. Je vais essayer de lui mettre un peu de pression, là. Alors, les gens qui ont un intérêt, c'est accessible, donc il ne faut pas avoir peur, là. Donc, c'est un livre scientifique, mais que l'on peut lire et qui est très intéressant. Donc, on apprend un paquet de choses. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Dis-moi, mon cher, je veux parler de ton balado, donc je suis tombé là-dessus. Donc, Passion Science, un homme quand même assez occupé qui se lance dans un balado. Donc, d'abord, je vais te demander pourquoi ce balado? J'en connais un autre homme aussi très occupé qui fait ça. Écoute, c'est vraiment drôle. J'ai toujours aimé, depuis aussi longtemps que je me souvienne, de vulgariser la science. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours trouvé ça important, en fait. Moi, je disais toujours aux gens, si je ne suis pas capable d'expliquer à ma mère qui n'avait pas fait de hautes études ce que je fais ou c'est quoi que j'ai fait comme projet de recherche la semaine passée, c'est parce que je l'explique mal. C'est pas parce qu'elle ne comprend pas, c'est moi qui explique mal. Alors, finalement, ce concept-là, pour moi, était très important. Puis je voulais que la science, ça aille à tout le monde autant que possible. Donc, ça, c'était au départ ma passion. Donc, j'ai fait beaucoup de conférences à des groupes de patients, par exemple, des choses comme ça, pour essayer. Et quand les gens me demandaient quel diapo vous mettez, je disais, je mets les mêmes que quand je fais une conférence scientifique. C'est juste que je l'explique différemment. Okay. Alors, à ce moment-là, ça, c'était ma passion. Et j'aime, en plus, la deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est les passionnés. J'aime les gens qui sont passionnés. Ça m'a toujours intéressé. L'exemple que je donne de ça, c'est, moi, mettons, je vois un gars qui vient chez moi pour m'aider à faire de la construction dans la maison, faire des rénovations, quoi que ce soit. C'est un charpentier. Ben, je suis curieux de voir comment il fait. Et s'il est passionné, ben là, je peux le regarder faire, puis je vais essayer de l'aider, puis poser des questions. Sans trop nuire. Mon restaurant, c'est cuisinier passionné, ça m'intéresse. Je suis intéressé par les passionnés, en fait. OK. Puis, c'est pour qui? C'est pour monsieur, madame, tout le monde ou J'essaie autant que possible que ce soit pour monsieur, madame, tout le monde. C'est sûr qu'il faut qu'on aborde des sujets un petit peu plus complexes dans le domaine des... J'aime beaucoup la science, donc j'essaie de rester autour de la science, mais j'essaie de rendre ça accessible autant que possible. Est-ce que tu débutes, là, donc est-ce que pour toi, c'est un enjeu de vulgariser? Est-ce qu'il y a un petit oiseau ou quelqu'un en arrière qui dit « Serge, n'oublie pas de vulgariser ». Moi, c'est un exercice que je dois faire parfois, de ramener mes invités et de dire un instant, petite pause, explique-moi seulement un mot que tu viens de dire, mais certains de tes épisodes, tu es seul, donc comment t'assures-tu là, de ne pas être trop scientifique? C'est ça. C'est pas toujours facile. Non. C'est honnête. Ce que tu viens de dire, c'est tout à fait ça. C'est des fois, il faut que j'y repense. Parce qu'on se parle souvent de collègues, hein? Donc il y a des termes qui vont de soi. Quand on dit qu'il y a des mécanismes endogènes dans les voies
efférente, ben là, si je dis ça à quelqu'un qui n'a pas fait de neurosciences, ils vont dire, ben, je ne sais pas de quoi tu parles. Alors, j'essaie autant que possible de ne pas le faire. Et quand j'ai des invités, j'essaie de faire un peu comme tu disais, c'est-à-dire j'écoute ce que la personne dit, puis je vais comme confirmer, mais en le répétant d'une façon qui est un peu plus accessible en tant que telle. Mais c'est un exercice. C'est chaque fois un exercice. Et puis, à l'occasion, ça m'arrive de réécouter. Souvent, j'édite un peu. Là. Oui. Ça m'arrive d'écouter puis de me dire, ah, ce bout-là, là, c'est peut-être pas champion. Là. Je me demandais, parce que j'envisage de faire des épisodes qui ont un peu le même modèle que certains de tes épisodes où c'est finalement toi qui présente ou qui parle. Est-ce que tu prépares un texte ou tu es un naturel complet, mais tu peux disserter pendant 30-40 minutes? Ça dépend des sujets. Quand je parle de douleur, quand je parle des mécanismes endogènes de la douleur, je me mets juste des bullet points parce que ça fait tellement longtemps que je parle de ça et ça m'intéresse et je lis là-dessus constamment. Okay. Donc, là, j'ai comme une idée de quoi je vais parler. Le placebo, c'est la même chose. Puis je vais en faire un, justement, entre les différents hommes-femmes dans la douleur parce que ça faisait partie de mes plans. Donc, ceux-là, c'est pas trop compliqué. Mais j'en ai d'autres qui me viennent à l'esprit où là, je vais me préparer un peu plus. Donc, je vais aller chercher un petit peu plus de littérature. Pour moi, c'est très, très important aussi comme scientifique de vraiment m'appuyer sur du solide. Là. C'est-à-dire, je ne veux pas lancer d'idées comme ça qui me viennent à l'esprit. Bien sûr, c'est mon interprétation des choses, hein, puis je vis avec ça. Je me dis, ça fait partie du jeu. Alors, mais ça demande un petit peu de préparation, mais pas trop jusqu'à date. Sauf que je m'aperçois, et je suis certain que toi qui as plus d'expérience, tu pourrais me le confirmer, c'est quand même du travail. Là. Je m'aperçois que si on veut rester actif, je ne sais pas à quelle fréquence les tiens sortent. Au début, je les sortais un peu vite. Un par semaine. OK, un par semaine, c'est beaucoup, là. C'est énorme. Donc, un par semaine, c'est exigeant. C'est ça que j'ai vu, là. Mais il faut en faire quelques temps d'avance. Ben, en fait, parfois, quand j'ai le temps, je peux en faire 3 dans la même semaine. Là. Donc, petit truc de podcasteur. Deuxième chose que tu peux faire aussi, si je crois comprendre que tes épisodes sont d'une 30aine de minutes, alors il n'y a rien qui t'empêche. Parfois, si tu fais un épisode d'1 heure, tu le scindes en 2. Donc, c'est vrai, c'est très bonne idée. Donc, comment dire, parce que ça dépend, si tu es habitué à faire des épisodes de 30 minutes, puis là, tu sers un épisode d'1 heure à ton auditoire, là, les gens vont dire « Oh, qu'est-ce qui se passe? » Il m'a pris par surprise. Exact. Normalement, je l'écoute pendant mon jogging, puis là, je finis mon jogging, j'ai pas fini l'épisode, tu sais. Donc, ça, c'est une autre option. Puis c'est profiter parfois des vacances, des occasions, ou... Puis d'en mettre en banque un petit peu. Donc, c'est super. Absolument. Je pense que c'est important parce qu'effectivement, il y a des fois, il peut arriver un événement ou quoi que ce soit. Il y a d'autres petits trucs, là, mais tu vas sûrement faire des recherches comme moi, d'habituer les gens peut-être tout le temps le même jour de la semaine, sortir l'épisode. Si c'est le lundi, toujours le lundi. Créer l'habitude chez l'auditeur qui s'attend à voir son podcast du Docteur Marchand le lundi matin, là, en prenant son café. Donc, comment choisis-tu tes sujets ou as-tu une banque de sujets ou tu rebondis? Dans mon cas, je dois te dire que souvent, je rebondis un peu d'une entrevue à l'autre en ayant quand même certaines idées déjà en tête, mais parfois en parlant avec un invité. Je te donne un exemple. J'ai fait un podcast avec Dr François Marquis, qui est chirurgien orthopédique, qui est orthopédiste ici à Québec. Un spécialiste de la médecine du sport, là, vraiment, une sommité. Puis, je discutais avec François, puis là, on parlait un petit peu de la psychologie du sport, puis de toute cette dynamique-là. Puis finalement, je dis, écoute, je connais quelqu'un qui serait pas mal intéressant pour ça, là, puis je lui ai parlé tout à l'heure. Là, OK. Ça, c'est une bonne idée. Donc comment choisir? Moi, comment je fais? Tu vois, moi, comment j'ai fait au départ, moi, ça fait pas très longtemps, hein, donc comment j'ai fait au départ, c'est que j'avais une liste de gens en tête que ça faisait longtemps que j'avais cette idée-là de rencontrer. Mais effectivement, exactement le même principe se produit. Si je parle à une personne et cette personne-là, après, me dit « Ah, mon Dieu, tu devrais parler à un tel. » Et là, la liste est en train de s'allonger. Okay. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. En fait, c'est par chance qu'il y a ça, parce que c'est bien de le faire pour les autres, mais bien honnêtement, je m'amuse beaucoup. Là. Donc, oui, tout à fait. Donc, finalement, je le fais beaucoup pour moi. Donc, je trouve ça le fun de parler avec des gens. Je trouve ça le fun d'entendre. Et moi, le but de mes podcasts, c'est je veux savoir c'est qui ces personnes-là. C'est pas uniquement le sujet qui m'intéresse. Comme par exemple, quand j'ai rencontré Rémi Quirion, qui est le scientifique en chef du Québec au FRQ, là, moi, je le connaissais un peu, mais ce que je voulais qu'il me raconte, Rémi, c'est ce qu'il a fait. C'est quand il me dit, écoute, moi, quand j'étais au secondaire, je voulais m'en aller dans le domaine des roches. Je voulais devenir un spécialiste des choses de la Terre. Puis
qui est devenu un gars en neurosciences, un spécialiste, bien, c'est le fun de savoir ça. Et je me dis même pour les auditeurs, moi, je ne savais pas que je deviendrais un spécialiste en neurosciences, vraiment pas quand j'étais jeune. Et si quelqu'un m'avait dit ça, je ne l'aurais probablement pas cru parce que je n'étais pas parti pour ça. Moi, je n'étais pas très intéressé par l'école. Je ne trouvais pas ça si extraordinaire. Je trouvais qu'il y avait plein d'autres choses plus drôles. Puis, on avait un chalet, puis quand j'étais au chalet, moi, je me disais, c'est ça le bonheur. Donc, mais finalement, si quelqu'un avait vu ça, il aurait pu dire, ah ben non, garde pas lui. Alors, j'aime ça aussi qu'il y a des jeunes qui écoutent et qui se disent, ah, OK, ben, je peux avoir fait des chemins différents puis y aller. Donc, Tout à fait. c'est pour ça que je pose beaucoup de questions aux gens. Je veux comprendre d'où ils viennent. Je veux comprendre qu'est-ce qui t'a amené là? Comment tu as fait ça? Comment ça s'est passé? Ben, en fait, ça me ramène au début de notre entrevue. Tu parlais des personnes qui t'ont influencé au début de ta carrière, qui ont été des mentors, finalement, un peu pour toi. Oui, tout à fait. Puis toi, durant ta carrière, tu as certainement été le mentor de plusieurs personnes. Est-ce que, au moment où tu étais le mentor d'une personne, tu en étais conscient ou pour toi, être un mentor, c'est quelque chose d'inconscient? Puis... Parce que moi, je réalise parfois qu'on a des influences sur certains étudiants, puis on ne s'en rend pas compte. Donc, comme chirurgien ou comme patron dans un hôpital universitaire, on doit s'imposer un certain standard parce que parfois, une journée, si on a un comportement qui est un peu hors norme ou hors des standards, ça peut avoir une influence très négative sur la carrière d'une personne. Donc, toi, ce rôle du mentor dans la science, comment tu as vu ou l'as vécu ou toi qui en as bénéficié, disons? Moi, honnêtement, j'ai été surpris à quelques reprises. Je pense à une collègue, entre autres, qui est prof ici à Sherbrooke, qui est venue me voir un jour, qui m'a appelé un jour pour me dire ah, Serge, c'était pas mon étudiante, c'était une jeune prof, si on veut. Elle m'a appelé un jour pour me dire j'aurais besoin que tu me donnes un conseil pour telle chose. Alors, j'ai discuté avec elle, puis je lui ai dit écoute, ben moi, j'ai fait ça, puis je pense que tu devrais faire ça et tout ça. Et pour moi, c'était vraiment banal. C'était très, très banal. C'était aider quelqu'un. Et je l'ai revu après, puis elle m'a dit, écoute, ce que tu as dit a eu une influence incroyable. J'ai fait ça. Et honnêtement, je n'avais pas vu venir ça 2 secondes. J'ai été très touché, j'étais très content. Je suis content d'aider des plus jeunes. Et les étudiants, c'est la même chose. Je revois des étudiants, j'en ai qui sont devenus des profs maintenant, puis qui me disent ah, tu as eu beaucoup d'influence sur moi, tu as eu beaucoup d'influence sur ce que je fais et tout ça. Et je trouve toujours ça très, très... ça fait beaucoup de bien, mais je suis très content de l'avoir fait. Mais effectivement, je ne le faisais pas en me disant ah, OK, là, je sais que je suis en train de créer une influence. Là. Je m'en aperçois à peu près jamais. Ben, d'après moi, c'est probablement la qualité des grands mentors là, ou des gens qui ont le plus d'influence. C'est que il y a des gens qui s'attendent à avoir cette reconnaissance ou qui pensent qu'ils ont un statut de mentor, alors que parfois on les regarde un peu de l'extérieur puis on dit pas tant que ça. Là, on en connaît tous. Et dis-moi, es-tu toi-même un adepte de balado là, pour... J'en ai écouté, oui, j'en ai écouté. J'en ai écouté quelques-uns. Tu vois, je suis tombé sur des balados à l'occasion que j'écoutais, que je trouvais le fun. Ma fille s'était mise à écouter des balados aussi beaucoup. Et puis, elle me pistait sur certains balados. Elle me disait, ah, il y a tel gars aux États-Unis qui fait un balado sur la science du cerveau dans telle condition. Puis là, je l'écoutais. Et c'est un peu comme ça aussi que je me suis fait influencer. C'est un peu comme ça que j'ai dit, ah, c'est intéressant quand même comme approche. Mais dans le moment, disons, pourrais-tu dire que tu en écoutes un là, de façon régulière ou tu es plus pigiste un peu? Ou, Un pigiste, oui, tout à fait. Puis, c'est extrêmement intéressant. Donc, quels sont les prochains épisodes, là, disons, si on voulait... Ben, en gros, là, tu vois ce qui s'en vient. Là, j'ai placé récemment celui de Rémi Quirion, là, qui est vraiment très intéressant. J'en ai un avec un collègue. J'ai écrit un livre avec un collègue. Je vais te le montrer, je ne l'ai pas loin parce que j'ai eu besoin un livre qui est sur la santé mentale et la douleur, tu vois, Mental Health and Pain. Et ce livre-là, pourquoi on l'a écrit, c'est que Jaya Saravan, c'est un interniste qui travaille dans un milieu psychiatrique. Donc, c'est les médecins, finalement, qui voient les troubles physiques des patients qui ont des troubles psychiatriques. Et ce gars-là a commencé à s'intéresser à la douleur il y a plusieurs années. Il est tombé sur des patients qui avaient des problèmes psychiatriques qui allaient en se détériorant. Donc, par exemple, l'exemple qu'il me donne, là, qui m'a toujours frappé, c'est un patient qui souffrait de schizophrénie et que le psychiatre est venu voir en disant « Écoute, on a beau augmenter ces antipsychotiques, là, il n'arrête pas de dire qu'il y a des bébites qui mangent sous les mains, sous les pieds. Peux-tu l'examiner, voir s'il y a quelque chose? » Alors, il a réalisé que le gars avait des neuropathies diabétiques.
Il était diabétique, puis il avait des neuropathies. Personne ne l'avait bien identifié. Il a traité ça et les bébites sont disparues. Donc, ils ont pu baisser sa médication. Et il est devenu un spécialiste de ça. Alors, je l'ai en entrevue. Ah, quand même. Oui, je lui ai parlé. Et j'ai parlé à une personne aussi que je vais mettre bientôt aussi. C'est une patiente partenaire. Donc, comme chercheur, on a commencé à travailler avec des patients qui souffrent de la problématique que nous. Et ces patients-là nous conseillent sur même le protocole de recherche. Okay. Moi, si tu m'avais dit ça il y a 20 ans, je t'aurais dit, ben oui, mais ils sont fins, là, mais ils ne connaissent pas ça. Mais j'ai été très étonné de l'importance des patients partenaires. Donc, j'ai ça aussi. Et j'ai 2-3 autres idées là, de chercheurs et puis de passionnés, finalement, de différents domaines là, des sciences à qui je veux parler. Alors, à suivre au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Dis-moi, Serge, on approche la fin de l'entrevue. Ta définition de la science, oui. Toi qui... pas de la science, pardon. Ta définition de la santé, toi qui travailles dans la douleur. Donc, je me dis peut-être ça a une petite influence. Pour moi, là... Oui, pour moi, la santé, c'est... Quand on parle du domaine de la santé en tant que tel, c'est un équilibre. Pour moi, la santé, c'est pour ça que c'est si complexe, en fait, en tant que tel. C'est un équilibre. C'est-à-dire que moi, je peux considérer que je suis en santé, puis quelqu'un qui est un athlète à côté va dire « Ouh, ouais, t'es en santé, mais t'es pas capable de courir 5 km sans être complètement essoufflé, donc t'es pas en santé. » Alors, c'est un peu personnel, comme c'est un équilibre où je sens que je peux accomplir ce que je veux, je suis capable de bien fonctionner, je n'ai pas de limitation en tant que telle, mais c'est différent un peu d'une personne à l'autre. Pour moi, ce qui est très important, c'est la prévention. On parlait un peu plus tôt de bouger, là. Je m'aperçois qu'un des problèmes qu'on a aujourd'hui, ça existe peut-être depuis très longtemps, mais je le vois plus aujourd'hui chez beaucoup de jeunes, c'est qu'il y a beaucoup d'activités qui sont assises devant un écran et on est en train de perdre beaucoup le goût de bouger. Et pour moi, ça m'apparaît évident. Donc, c'est très simple finalement quand on y pense. Il faut bouger, il faut bien manger, il faut dormir. Alors finalement, après ça, le reste, autour, des fois, on a des accidents de parcours, puis là, il faut des traitements et des chirurgies ou quoi que ce soit, c'est tout à fait correct. Mais la santé, pour moi, c'est quand on a cette espèce d'équilibre-là pour nous. En fait, tu parlais des jeunes, mais c'est bien documenté. Là, j'ai reçu Pierre Lavoie en entrevue. Il a publié un livre récemment qui s'appelle « Faut que ça bouge ». Les statistiques sont catastrophiques. Dévastatrices, en fait. Sur les taux là, d'excès de poids, l'inactivité physique, le temps devant les écrans. Donc, on a un petit coup de barre à donner, disons-là. Tout à fait, tout à fait. Moi, je me souviens, écoute, quand j'étais enfant, j'ai eu vraiment une chance incroyable. Je suis né dans le nord du Québec, donc en Abitibi, et mon père avait construit un chalet en bois rond là, sur un lac. Et pour aller là, on devait prendre une embarcation. Il n'y avait pas de chemin pour y aller, donc il n'y avait pas de toilette, pas d'eau courante, pas d'électricité. C'est les plus beaux souvenirs que j'ai. On passait nos journées dehors, on pêchait, on se baignait, on courait partout. C'était ça, nos activités, en fait. Et je pense qu'on a eu la chance de ne pas avoir été avalés par tout ce qui était électronique autour de nous, parce qu'il n'y en avait pas. C'était pas compliqué pour nous, par exemple. On n'a pas vraiment de mérite parce qu'on faisait ça naturellement. Et c'est dommage que ça soit perdu parce que j'ai donc des bons souvenirs de ça. C'était donc le fun. Dis-moi, il y a dans mon balado une petite section baguette magique, donc oui. Je t'envoie virtuellement une baguette. Et je te laisse changer instantanément une chose dans le système de santé. Quel serait ton choix? Moi, ce serait de mettre plus d'emphase et plus d'énergie sur la prévention. C'est-à-dire, on en parle, là, tous les deux on en parle, il y a d'autres personnes qui en parlent, mais je parle vraiment au niveau santé. C'est-à-dire que dès le début, quand on voit quelqu'un, il devrait y avoir une espèce de programme pour dire, Monsieur Marchand, vous êtes rendu à tel âge, ou je sais pas, Monsieur Ouellette, vous avez 30 ans. L'exercice et ceci et cela, puis on va vous faire un bilan, puis on va vous permettre d'y aller. Je pense que la prévention nous ferait sauver une fortune, en fait. Moi, si je pouvais mettre une partie, un peu plus d'énergie là, c'est là que je la mettrais. Écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je serais beaucoup plus radical. Moi, ça commencerait à l'école primaire. Il y a des modèles des modèles dans le monde où les enfants vont à l'école la moitié de la journée, font du sport le reste de la journée. Je n'accepte pas l'idée qu'un enfant à l'école primaire soit assis toute la journée dans une classe
le cursus peut rentrer dans une demi-journée, j'en suis moralement convaincu. Absolument. Et sinon, lorsqu'on est rendu à rencontrer M. Marchand, donc, qui a 65, 70 ans, qui est déjà hypertendu, diabétique, puis qui a fait un infarctus, c'est pas mauvais d'agir, mais comme on dit, on joue du hockey de rattrapage un peu. Là, donc, absolument. Ah non, je suis d'accord, absolument. Et puis, moi, je me souviens, j'ai un ami qui s'est acheté un voilier. Et c'était un maniaque de voile. Il a fait le tour du monde. Il a fait toutes sortes de choses. Et lui, il avait 3 enfants. Et il amenait ses enfants sur son voilier pendant 1 an. Tous les 3 ou 4 ans. Et il lui faisait l'école. Et il exactement ce que tu venais de dire. Il me disait, en une demi-journée, ou même en quelques heures, en 3-4 heures, on fait le cursus de la journée. Le reste du temps, c'est baignez-vous, jouez. Alors, finalement, ces enfants-là sont aujourd'hui ingénieurs. Ils ont fait toutes sortes de choses. Ils sont très bien réussis. Et ils sont extrêmement reconnaissants d'avoir une vie comme ça. Un exemple près de nous, c'est Laurent Duvernay-Tardy, qui a passé une portion de son enfance sur un bateau. Donc, quand même incroyable. Ça quand même... Et qui, incidemment, aussi avait manqué son examen d'admission en médecine à l'Université Laval aussi. J'avais lu son livre. Ah, oui, il ne s'est pas levé la journée de l'examen ou la journée de l'entrevue, ce qui fait qu'il s'est retrouvé à McGill, puis ça a changé le cours de sa vie. Donc, il faut croire au destin un peu. Absolument. Dis-moi, as-tu une rencontre de rêve, une personne que tu aimerais avoir près de toi, vivante ou décédée, peu importe la période? Écoute, il y en a tellement. Je vais te donner 2. Je vais te donner des personnes décédées que j'aimerais questionner. C'est un peu cliché, mais c'est des gens comme Albert Einstein, par exemple. Pourquoi? Parce que, oui, il était très brillant, tout ça, mais j'aimerais savoir comment lui explique ça. Hein, parce que souvent, les gens disent « Ah, Einstein, ce qu'il voulait dire par la théorie de la relativité, c'était ABCDE », mais je serais curieux de poser une question plus simple. Explique pour un gars qui ne comprend pas, là, le temps, c'est quelque chose qui change selon la vitesse. Explique-moi, là, pour moi, ça ne tient pas debout. Alors, finalement, ça, c'est des gens qui avaient des génies qui, probablement, dans un contexte, en prenant un verre ou un café, devaient être capables de l'expliquer différemment, donc de vulgariser leur grande connaissance. Donc, ça, c'est quelqu'un, lui, Léonard da Vinci, ce genre de grand génie-là. Dans les gens vivants, pour moi, il y en a une collection aussi, mais un que j'ai vu en conférence, mais que j'aimerais m'asseoir avec un soir, c'est Barack Obama. Moi, Barack Obama, il m'a impressionné parce que je l'ai vu parler j'ai lu aussi sa biographie, comment il voyait ça, son rôle, si on veut, en politique. Et, bon, bien sûr, il l'a peut-être écrit pour bien paraître, là, mais j'ai l'impression que c'est vrai. Lui, il prenait humblement. C'est-à-dire, il se disait, je suis en train de jouer un rôle quand même dramatique, là, en étant le président d'un pays extrêmement puissant, et c'est dangereux, et je me dois d'être extrêmement humble face à ça. Et j'aimais beaucoup comment il se décrivait, donc je serais curieux de l'entendre et de discuter avec lui. Donc, c'est des gens qui me passionnent. Obama, moi, ce qui me frappait beaucoup chez lui, ce sont ses qualités d'orateur. Ah, c'est incroyable. Alors, juste l'écouter, c'est un plaisir. Puis, mais en fait, l'orateur, le président que j'aime le mieux écouter, c'est John F. Kennedy, personnellement. Donc, oui. Je trouve c'est incroyable, la cadence des discours avec les crescendo, tout ça, c'est vraiment... je ne serais pas surpris qu'Obama ait étudié Kennedy, d'ailleurs, pour son tempo. C'est bien possible. Ouais. Ce qui est fascinant d'Einstein, la notion, la perception que j'en ai, c'est qu'à l'époque, il était comme une vedette rock. Les gens allaient... Mais je me questionnais jusqu'à quel point les gens qui allaient l'écouter comprenaient. Ou c'était simplement, on y allait parce que c'est Einstein. Parce que c'était lui. Je sais pas. C'est bien possible. OK. Moi, j'ai l'impression que lui ne devait pas faire beaucoup de conférences vulgarisées. C'est pour ça que d'après boire un petit peu de rhum ou quelque chose, là, puis après ça, jaser avec tranquillement. Est-ce que tu supportes une cause? As-tu une cause qui te tient à cœur particulièrement? Ou, Ben, en fait, une des causes que je trouve très... Il y en a plusieurs, en fait, qui m'intéressent beaucoup, encore une fois, mais l'éducation, pour moi, c'est extrêmement important. Tu sais, et je voudrais que ça soit partout. Je voudrais que ce soit universel. Je voudrais que ce soit accessible à tout le monde, aux plus pauvres. Parce que je m'aperçois, moi, je suis né d'une famille qui était modeste. Mon père travaillait dans les mines. Ma mère travaillait dans des commerces et tout ça. C'est des parents fantastiques. Je n'échangerais pas. C'est des parents aimants et tout ça. J'ai une très belle jeunesse. Mais j'ai eu la chance, parce que je suis né au Québec, de faire des études universitaires, parce que c'était tout à fait accessible. Hein? Je travaillais un petit peu en parallèle, puis j'étais capable de payer mes études. Mais ce n'est pas vrai partout.
Hein? Il y a des gens aux États-Unis que s'ils ne sont pas nés dans une famille riche, ils ne vont pas aller à l'université, c'est trop cher. Donc, un pays très riche. D'un autre côté, il y a certains pays en Afrique où les gens ne peuvent pas y aller parce qu'ils ne sont pas capables, ce n'est pas accessible. Ou encore, il y a des filles qui ne peuvent pas étudier parce que leur régime leur dit qu'ils ne sont pas fines, les filles ne devraient pas étudier. Moi, ça, je trouve ça effrayant. Donc, pour moi, l'éducation, c'est une cause importante. Paradoxalement, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu dans des sociétés comme la nôtre à trop valoriser la diplomation universitaire au risque peut-être d'avoir un regard péjoratif, négatif sur les emplois ou sur les professions qui ne passent pas par un créneau universitaire? Je pense à des adolescents ou des jeunes adultes qui n'ont pas d'intérêt, qui n'ont pas d'aptitude, puis finalement, parfois pour des écoles techniques ou autres, puis parfois un petit regard, un jugement, donc, puis je me dis, parfois on se retrouve avec peut-être beaucoup de diplômés qui, finalement, on fait ça peut-être pour les mauvaises raisons, se retrouve finalement dans des métiers ou des emplois peu valorisés, alors qu'il y a d'autres emplois qui ne passent pas par l'université, qui donnent des carrières extraordinaires. Tu parlais du menuisier, l'ébéniste qui vient chez toi. Si lui a étudié là-dedans, parce que... Je sais pas, tu sais, comme... Ça m'intéressait. Tu sais, parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui est du décrochage scolaire par rapport à simplement une orientation personnelle autre? Je sais pas... Je sais pas ce que tu en penses. Tu parles d'un décrocheur. Hein? Moi, j'ai abandonné de façon une période très courte. J'ai abandonné l'école au milieu du secondaire. Ça ne m'intéressait pas. Je ne voyais pas ce que je faisais là. Je n'avais aucun intérêt pour les matières. Je trouvais que c'était une perte de temps. Sauf il y a un prof ou deux qui m'avait accroché. Donc, c'est par chance, j'ai raccroché rapidement puis je suis retourné. Mais donc, je ne peux pas être plus en accord avec ce que tu viens de dire. Pour moi, c'est qu'il faut que l'accès soit possible. Après, l'autre problème, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est qu'il faut tout valoriser. Il n'y a pas de bas métier ou quoi que ce soit. Moi, j'ai 2 filles et j'ai toujours dit à mes filles, moi, ce que je veux, c'est que tu sois heureuse dans la vie. Être heureux dans la vie, pour un, ça veut dire aller faire un doctorat, puis un postdoc, et puis faire autre chose. Et pour un autre, c'est de faire un métier technique dans lequel ils sont bons, puis dont tout le monde a besoin finalement. Mais ça, là-dessus, je suis d'accord. Et effectivement, on a tendance, des fois, pour certains parents, en tout cas, je l'ai vu, moi, dans mon entourage, où mes enfants ne sont pas allés à l'université, ou bien je pousse mon plus vieux à aller à l'université, il y a des bonnes notes, mais il n'aime pas ça. Je ne suis pas sûr que c'est un bon truc en tant que tel. On devrait, tu sais, quand je parlais au début que j'aime les passionnés, là, je les aime dans tous les domaines. Exact. Serge, ça a été extrêmement intéressant. Écoute, donc, le balado s'appelle Passion Science. On le retrouve facilement, donc, en faisant des recherches moindrement sur un moteur de recherche. Puis, on va continuer de t'écouter. Je te remercie pour ta générosité. Donc, ça a été une entrevue extraordinaire. Puis, on va tâcher de se trouver d'autres sujets là, concernant la douleur. Puis, Absolument. Écoute, Jean-Pierre, je te remercie. Puis moi aussi, je suis très content de ce que tu fais. Je trouve ça vraiment intéressant. Et bien sûr, je vais profiter de ton expérience. Je vais aller te voir à un moment donné pour prendre des trucs. Excellent. Écoute, je te remercie. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode La santé au-delà des mots.